en ligne. Alors, on a installé une forme de systématisme. Euh, Ce sera tous les mardis soirs jusqu'au 17 octobre, à 18h, 18-20h environ. En visio, comme ça, vous pouvez faire autre chose, préparer à manger ou quoi que ce soit, tout en écoutant attentivement. Formations qui sont vraiment destinées à nos mandataires, à nos sections, évidemment. Donc, vous pouvez aller plus loin, le faire savoir aux membres de vos sections et aux futurs candidats. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui, pour la première fois, vont se présenter, c'est peut-être intéressant qu'ils aient, par l'entremise de ces formations, quelques éléments d'info. Ces formations, j'y reviens, et c'est ce que disait Christelle, elles sont enregistrées et elles sont toutes à revisionner, à revoir sur la plateforme des mandataires que vous retrouverez sur le site du MR, hein, c'est cette adresse-là, membre.mr.be. Vous avez un petit onglet plateforme des mandataires. C'est assez simple, vous devez juste entrer votre numéro de membre et je pense votre code MyMR pour y rentrer. Et si vous êtes mandataire, si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas le cas, mais si vous êtes mandataire, vous avez un accès privilégié et vous savez retrouver sur cette plateforme des tas de choses, tous des argumentaires du MR sur les différents sujets. Enfin bref, c'est vraiment un document utile et on va placer évidemment au fur et à mesure où on va s'approcher des scrutins, on va placer sur cette plateforme des tas d'éléments, de formulaires et autres qui seront utiles. On enverra par ailleurs aux membres et candidats, mais ce sera aussi compilé sur cette plateforme. Euh, que vous dire encore? Ben, que le programme pour les semaines prochaines, ben, vous le retrouvez là. On a déjà eu la prise de parole en public. On est au deuxième, donc les élections, règles internes et externes. La prochaine formation consacrera l'essentiel de son sujet aux réseaux sociaux. Et donc là, on est plus dans une formation de communication. Trucs et astuces de campagne, ça c'est pour le 10 octobre. C'est plutôt une formation qui sera en complément avec la mienne d'aujourd'hui. Moi, je vais aujourd'hui vous donner plutôt des règles, des choses un peu théoriques. On va essayer de rester là-dedans. C'est un peu d'une certaine manière, moi, je vous forme aujourd'hui de manière théorique. C'est comme à l'examen pour l'auto-école. Je vous donne aujourd'hui le code de la route et dans 2 semaines, ils vous expliqueront comment bien faire campagne et comment bien bouger. Ce sera plutôt l'examen pratique. Et puis, il y aura une dernière formation qui sera aussi plutôt d'ordre communicationnel et sur le fait de créer des visuels sur les réseaux sociaux. Parfois, on en appelle au parti pour demander des visuels pour un souper, pour des événements, pour des apéros. Il existe des tas de petits services informatiques qui sont vraiment très simples. Et c'est ce qu'on vous expliquera dans le cadre de cette formation-là. Je vois Jason, qui est de Binche et qui assiste à la formation. Il est, il est, il est tout à fait rompu à l'exercice. Et depuis qu'il a suivi cette formation l'année passée, il nous fait des invitations de dingue au niveau de notre section. Donc, vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Alors, on en vient vraiment au sujet du jour. Sachez d'abord que dans un premier temps, et avant d'aborder le contenu, nous sommes à votre disposition. Quand je dis nous, c'est Christelle qui est là en rose et à qui j'ai discuté tout à l'heure. C'est moi-même, Fred Mag. C'est l'équipe de la cellule mandataire du MR. On est 2 ou 3 en plus. Et on a également ajouté, depuis l'adoption des récents statuts du MR, des délégués provinciaux qui sont vraiment des personnes qui doivent faire le relais entre les sections et vous, entre les sections et le parti, pardon, à un niveau décentralisé. Alors, ils peuvent descendre sur place pour essayer de régler des problèmes. Enfin voilà, vous avez ici, on a remis leur nom et leur adresse mail. Donc n'hésitez pas quand vous avez un problème dans votre section, un problème plus local, à les contacter directement ou bien vous passez par l'adresse globale mandataire@mr.be. Vous ne nous dérangez jamais. Il faut vraiment pas hésiter quand vous avez le moindre doute sur le fonctionnement de votre section, je le répète, les questions d'ordre communal, les questions juridiques et autres. Et sur le site du MR, vous avez ce petit onglet magique mr.be/aide-section sur lequel vous allez retrouver un tas de documents utiles. Vous allez retrouver les statuts des sections, les statuts du MR plus général, du MR national, j'en reparlerai tout à l'heure. Vous allez retrouver ces documents-ci
ce qu'on a appelé les FAQ, la foire aux questions. Donc, on a compilé toutes les questions qui, depuis des années, arrivaient des mandataires sur des tas de sujets. Et on les a placées en ligne. Donc, il y a des tas de choses que vous pouvez comme ça retrouver. Vous allez retrouver les chartes. On a un guide du candidat, une charte de l'administrateur. Enfin bref, tout ce qu'on met à disposition des sections se retrouve sur ce site-là, sur cette partie-là du site MR en tout cas. Voilà, ça c'est pour l'intro. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, et sinon, je rentre dans le vif du sujet et dans cette question des règles et du rappel des règles. Je ne vois pas de main qui se lève, et donc je poursuis. Si je retrouve le slide suivant, voilà, on va y arriver. Il est là et c'est l'heure du jour. Donc, quelques éléments d'abord sur les élections communales en Wallonie à Bruxelles, ça ira très vite. Les candidats ensuite, les listes, qui sont les électeurs, on passera rapidement là-dessus. Un rappel des dépenses électorales et des règles de campagne à respecter. Et je terminerai vraiment par ce qui a changé enfin ce qui a changé depuis 2018, que ce soit au niveau bruxellois ou au niveau wallon. Je pense qu'il y a essentiellement des wallons dans les participants, mais il y a quelques bruxellois, donc on va essayer de brosser ça pour chacun. Il n'y a pas eu énormément de changements, et donc si vous avez déjà fait des campagnes en 2012, en 2018, voire en 2006, vous verrez que 99% de ce qui vous avait été donné comme règle n'a pas changé, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été précisées, que ce soit dans des décrets wallons ou dans une ordonnance bruxelloise, et ça, on y viendra vraiment en fin de formation. Ce que je vais faire, et je le répète, c'est vous rappeler des règles qui existent. Ce sont les règles que vous allez devoir respecter. Je vais tracer. On a souvent des questions. Tiens, oui, mais vous dites qu'on peut faire ça, mais est-ce que je ne pourrais pas faire un petit peu comme ça? Vous voyez, un petit peu déjouer les règles. Enfin, bon, voilà. Je vous dirai que vous ne pouvez pas. Maintenant, si vous voulez jouer, vous jouez. Je fais souvent le lien avec la sécurité routière, mais si vous prenez votre voiture, vous passez au rouge, que vous n'avez pas de police derrière vous, que vous ne croisez pas une voiture qui vous rentre dedans, qu'il n'y a pas une caméra non plus, bah, vous n'avez respecté aucune règle, mais personne ne l'a vu. Pour les règles électorales, c'est un peu pareil. Donc moi, je ne vais jamais, au niveau du maire, on ne va jamais vous encourager à transgresser une règle, mais sachez que parfois, parfois même par ignorance, on ne fait pas exactement ce qu'on devrait faire, mais que si jamais personne ne s'en plaint, forcément, ça passe. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces règles, elles vous concernent, vous, mais elles vont concerner aussi, et elles devront aussi être respectées par vos adversaires politiques, par des candidats PS, des candidats écolos, des candidats engagés. Et donc, forcément, si vous vous rendez compte, en connaissant ces règles, qu'eux ne les respectent pas du tout, ben, vous avez ça en tête et ça vous permet aussi éventuellement d'aller déposer une plainte et ce genre de choses, et d'aller vous plaindre sur la manière dont d'autres font campagne. Donc, ces règles sont importantes pour vous, mais elles sont importantes aussi pour les autres, et elles vous permettent aussi de contrôler vos adversaires politiques. Alors, j'avance dans le vif du sujet. Depuis 2006, les élections sont organisées par les régions. C'est donc la Wallonie qui a la tutelle sur l'organisation des élections locales wallonnes, les provinciales et les communales. C'est Bruxelles qui a la tutelle sur les élections dans les communes bruxelloises. Là, il n'y a rien de nouveau. Là, pour l'élection communale, la circonscription est évidemment la commune elle-même. On a en Wallonie 261 communes, on en avait 262, mais il y a eu une fusion entre Bastogne et Bertogne lors de la dernière mandature. Et comme vous le savez, les électeurs sont appelés à élire un nombre de conseillers communaux qui est proportionnel au nombre d'habitants dans la commune. Je vous ai donné l'exemple de Binge. Forcément, plus la commune compte d'habitants, plus le conseil communal est important. Et moins la commune compte d'habitants, forcément, plus le conseil communal et le collège, d'ailleurs, sont réduits.
Petit élément qui est très important, le bourgmestre, et ça c'est toujours le cas en Wallonie, est le candidat qui obtient le plus de voix de préférence au sein de la liste la plus populaire qui participe au pacte de majorité. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a fait le plus de voix sur l'ensemble de la commune. Hein. Vous pouvez avoir une liste qui a fait vraiment le plus de voix, qui est la liste numéro 1, avec quelqu'un qui a fait plus de voix, mais ce n'est pas automatiquement le bourgmestre. Le bourgmestre, c'est celui qui a fait le plus de voix sur les listes qui participent au pacte de majorité. Donc, si vous avez 3 listes, la liste 2 et la liste 3, ceux qui en font le deuxième et troisième score, peuvent se mettre ensemble et bypasser la liste qui a fait le meilleur score. Le bourgmestre sera toujours celui qui a fait le plus de voix sur la liste 2. Dans ce cas-là, j'insiste là-dessus parce qu'à Bruxelles, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quasiment le slide parallèle ici que je vous passe. C'est qu'à Bruxelles, le bourgmestre est nommé par le gouvernement sur base d'un accord politique et donc sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par la majorité des élus au conseil. Et donc on a vraiment aujourd'hui, et c'est une difficulté pour nous au niveau du parti, un droit communal wallon qui est beaucoup plus agile, avec des règles un peu différentes. Vous savez, par exemple, déposer des motions de méfiance, changer de majorité, faire démissionner des gens, exclure éventuellement des gens de votre collège, de votre conseil, ce qui n'est absolument pas possible à Bruxelles, où les choses sont quasi figées juste après l'élection. Vous avez un accord, et cet accord, il doit quasiment rester gravé dans le marbre pendant les 6 années. Donc on a des règles différentes au niveau du fonctionnement quotidien, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, et ça vaut aussi pour les règles électorales, bien qu'il y a pas mal de choses qui sont communes. Alors, petit point maintenant sur les candidats. C'est important de le rappeler. Pour pouvoir être candidat aux élections communales, vous devez, et ça vaut pour la Wallonie et Bruxelles, soit être belge, soit être européen. Être belge ou être européen. Donc, un Espagnol qui vit dans votre commune peut être candidat. Il ne pourra pas être bourgmestre, mais il peut être élu, il peut siéger, il peut être échevin. Il ne peut juste pas être bourgmestre. Vous devez être âgé de 18 ans, voilà, et vous devez, et ça c'est un point très important, être inscrit au registre de population de la commune de résidence principale au plus tard le 31 juillet 2024. Des tas de gens nous écrivent des gens en disant, voilà, moi j'ai un ami, je voudrais qu'il soit sur la liste, mais il habite la commune à côté, il a des travaux à faire, je ne sais pas quand il va déménager. Par belle ou par lettre, si vous le voulez sur votre liste, il doit être domicilié dans votre commune pour le 31 juillet 2024. Pourquoi le 31 juillet 2024? Parce que dans toutes les communes et de Wallonie et Bruxelles, le 1er août, on établit ce qu'on appelle le registre des électeurs. Donc, ce sont les personnes qui sont susceptibles d'aller voter pour le scrutin communal. Et ça, c'est établi le 1er août. Et donc, le 31 juillet, c'est vraiment la date limite. C'est évident que si la personne a bien le temps de se domicilier, qu'elle n'aille pas le 31 juillet à 18 h, qu'elle fasse ça bien avant. Pour les élections provinciales, donc là, on est évidemment du côté strictement wallon. C'est les mêmes conditions générales, mais vous devez absolument être belge et résider dans une commune de la province. Vous ne devez pas pour autant obligatoirement résider dans une commune de votre circonscription. C'est-à-dire que si vous habitez à Moucron, donc on est dans le Hainaut, mais que, je ne sais pas moi, parce que toute votre famille habite à Momigny et donc à l'autre bout du Hainaut, ben vous avez le droit de vous présenter dans la circonscription de Momigny. Alors là, j'étais déconnecté un quart de seconde. Ça va, vous m'avez bien retrouvé? Tout va bien, petit signal, parfait. Donc voilà, c'est clair par rapport à ça. Très important, je pense, la date du 31 juillet pour l'établissement des listes et autres, c'est une question qui revient de manière très très récurrente. Et donc, gardez bien cette date en tête et surtout, dites-vous bien que c'est une date limite et que le plus tôt est le mieux. Que vous dire d'autre? C'est que certains candidats, euh, enfin, il y a un certain nombre de règles par rapport aux candidats. Il y a des règles d'inéligibilité. Ça veut dire des gens qui ne peuvent même pas être sur la liste. Et puis, il y a des règles d'incompatibilité. Vous pouvez être candidat, mais vous ne pouvez pas siéger pour un certain nombre de raisons. Alors, je vais passer ça rapidement, mais sachez qu'on va élaborer pour vous, dans le cadre des élections communales, un guide
un guide du candidat qui reprendra tous ces éléments et qui sera beaucoup plus complet. On avait déjà fait ça en 2018. Et donc, ce guide reprendra toutes les conditions d'incompatibilité, d'éligibilité et ce genre de choses. Donc, je ne suis pas exhaustif ici, mais retenez qu'il y a des règles. Euh, Par exemple, ne peuvent se présenter tous ceux qui sont privés de leurs droits civils et politiques par condamnation. Hein. Vous avez tué votre épouse, vous êtes en prison, mais vous ne pouvez pas voter. Les personnes qui ont été, vous ne pouvez pas voter, mais non, vous pouvez voter, mais vous ne pouvez pas être candidat, pardon. Les personnes qui ont été déchues de leur mandat, donc on a encore rappelé un certain nombre de mandataires défaillants cette semaine. Il y a des déclarations de mandat à faire, que ce soit auprès de la Cour des comptes ou à la direction du contrôle des mandats de Wallonie. Annuellement, ceux qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être déchus de leur mandat et donc, au-delà du fait qu'elles soient déchues, se retrouvent avec une inéligibilité généralement pour 6 ans et donc elles ne peuvent plus être candidates. Les ressortissants des pays non membres de l'Union européenne ne peuvent pas se présenter. Donc, vous avez, je sais pas, sur votre liste un Chinois qui a un super restaurant que tout le monde connaît, tout le monde l'adore, mais il tient à sa nationalité chinoise. Ben, pas de bol, vous ne pourrez pas le mettre sur votre liste. Et puis retenez aussi que les fonctionnaires de police, en tout cas ceux qu'on appelle les OPS, donc les fonctionnaires de police opérationnels, ne peuvent jamais se retrouver sur une liste. Et à la province, il y a des règles d'inéligibilité qui sont plus larges. Le gouverneur, par exemple, ne peut pas se porter candidat pendant les 2 années qui suivent sa sortie de fonction. Et les parlementaires, même empêchés, les ministres, secrétaires d'État et commissaires européens ne peuvent pas se présenter aux élections provinciales. Avant, c'était le cas. Donc, on avait vraiment des attrape-voix avec tous les parlementaires de la région qui se mettaient sur la liste provinciale et puis qui ne siégeaient pas et qui laissaient leur place à tous les suppléants. Ça n'est aujourd'hui plus possible. Et donc, retenez bien qu'un parlementaire, par exemple, un parlementaire régional de votre circonscription, ne peut pas être candidat au provincial. Ça, c'est pour les inéligibilités. Donc là, ce sont des gens qui ne peuvent pas être sur la liste. On a maintenant des incompatibilités, c'est-à-dire des gens qui peuvent être sur la liste, mais qui, une fois élus, ne pourront pas siéger. Alors, il y a une liste d'incompatibilités assez longue. Elle se retrouve dans le Code de la démocratie locale ou dans la nouvelle loi communale pour Bruxelles. Ici, pour la Wallonie, je vous en cite quelques-unes. Mais retenez que les membres du personnel communal, en ce compris les enseignants dans le réseau communal, peuvent être candidats, mais ne peuvent pas siéger. Les membres des cours, des tribunaux et des parquets ne peuvent pas non plus. Il y a des incompatibilités par rapport au collège. Donc, ces gens ne peuvent pas être ni échevin, ni bourgmestre, ni président de CPS, les ministres des cultes, les agents des administrations fiscales du ressort de la commune, le conjoint du DG, enfin bref. Et alors, évidemment, au niveau des incompatibilités, on a le fameux décret d'écumul qui empêche les députés wallons qui n'ont pas obtenu le taux de pénétration suffisant et qui sont par ailleurs titulaires d'un mandat exécutif local de siéger au Parlement wallon. Donc ça, ce sont des incompatibilités de fonction. Pour ces incompatibilités-là, le code dit, voilà, vous occupez une fonction, vous avez été élu, mais vous occupez une fonction, par exemple, vous êtes enseignant dans la commune, une fonction incompatible, donc vous ne pouvez pas siéger, vous avez 1 mois, 2 mois pour vous mettre en ordre et vous devez faire un choix. Et à ce moment-là, soit vous dites, ben non, moi je veux garder mon emploi, je veux rester enseignant et donc vous siégez pas et vous laissez la place. Soit vous dites, ben non, là je vais être échevin, je suis passionné par l'enseignement, j'ai fait un score qui me permet d'être échevin de l'enseignement et donc ben, à ce moment-là, vous êtes obligé de laisser tomber votre métier d'enseignant dans la commune pour devenir échevin de l'enseignement. Si vous devenez échevin dans la commune voisine, si vous devenez enseignant dans la commune voisine, à ce moment-là, il n'y a plus d'incompatibilité. Donc, retenez que c'est vraiment le lien avec votre propre commune qui crée cette incompatibilité de fonction. Il y a en plus de ça des incompatibilités de parenté.
et donc ne peuvent siéger, par exemple, ensemble au conseil communal, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ben, des frères et sœurs, un père et son fils, par exemple, les membres d'un couple uni par les liens du mariage ou cohabitants légaux, donc des gens qui sont mariés ne peuvent pas siéger ensemble. On a quelques cas en Wallonie de couples qui sont bien connus, mais qui siègent ensemble, mais ils ne sont ni mariés ni cohabitants légaux. Et donc, tout le monde sait qu'ils sont ensemble, mais ils siègent ensemble parce qu'ils ne sont pas mariés. Et vous savez que les personnes, le décret gouvernance a ajouté des incompatibilités de parenté en plus, notamment qui concernent les degrés de parenté avec les grades légaux, avec les directeurs généraux et directeurs financiers. Je vous donne un exemple qui date de ce matin. Rachel Sobry, députée wallonne, qui sera candidate à Thoin, mais qui a toujours un regard sur la commune de Momigny, qui est sa commune d'origine, me demandait si le père du DG de Momigny pouvait être candidat à Momigny. Il peut l'être, il peut l'être, il peut être candidat, mais il ne pourra pas siéger tant que son fils sera directeur général de la commune. Et donc, c'est assez bizarre parce que il y a là dans le code une sorte de distorsion. C'est-à-dire que quand vous avez une incompatibilité de fonction, on vous demande de la régler très vite. Donc, soit vous la réglez, soit vous la réglez et vous pouvez siéger, soit vous ne la réglez pas et on vous dit, c'est trop tard, vous avez un mandat incompatible, donc vous n'êtes même plus pris en compte, vous n'êtes pas suppléant, vous n'êtes rien du tout. Euh, et donc, vous perdez vous ne pouvez plus siéger, point, si vous ne réglez pas l'incompatibilité de fonction directement. Par contre, l'incompatibilité de parenté, elle subsiste jusqu'au moment où il y a incompatibilité. C'est-à-dire, ici, en l'occurrence, je prends l'exemple du gars de Momigny, ben, le père du DG, on dit qu'il est élu, ben, il ne peut pas siéger, donc il se retrouve suppléant. Le DG change de travail, il devient n'importe quoi, présentateur de match de foot. Il n'est plus DG à Momigny. Eh bien, à ce moment-là, hop, le père monte automatiquement. Et donc, le gars reste, si vous voulez, en réserve de la République. Ça peut durer 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la question des incompatibilités de parenté, alors que celles de fonction, elles, doivent être tranchées directement. J'ai vu une main qui se levait. Oui, Je ne vous cache pas que je ne vois pas bien, donc... c'était moi. Ouais, vas-y. Ruben, comment vas-tu? Oui, ça va très bien et Vas-y. toi? J'avais une Très bien. question sur l'incompatibilité à la province, Ouais. quand, surtout au niveau de la temporalité des élections l'année prochaine, Mhm. si les parlementaires, ministres, secrétaires d'État, commissaires européens sont empêchés, quid si le gouvernement n'est pas formé? Est-ce que ça doit être vraiment des ministres en fonction ou juste de fait, etc. Alors, c'est au moment, pour répondre à ta question, donc c'est pas une incompatibilité, c'est une inéligibilité. Donc, ils peuvent pas être D'accord, candidats. Ils peuvent pas être d'accord. candidats. Et donc, c'est pas compliqué. Les parlementaires, quoi qu'il arrive, ils auront prêté serment avant. Ils Hmm. auront prêté serment avant parce que les parlements, autant parfois faire des gouvernements, ça prend du temps, mais le Parlement, il sera élu. Il y aura 150 membres au Parlement fédéral, il y en aura 75 en Wallonie, et ils prêteront serment. On saura le lendemain ou la nuit même de l'élection qui est élu. Et donc la première réunion de chacun de ces parlements, elle se fera, on va dire, dans les 2 semaines qui suivent l'élection de juin. Donc, eux, ils sauront qu'ils ne pourront pas être candidats quoi qu'il arrive. Ils le sauront à ce moment-là. C'est sûr que si on met du temps pour former un gouvernement et que quelqu'un se voit bien ministre, j'invente de la défense parce que c'est un ancien militaire et que voilà, il a une connaissance merveilleuse et qui se dit et qui a l'espoir jusqu'à la fin d'être ministre de la Défense. Bon, ben forcément, celui-là, il va peut-être se dire, il ne faudrait pas que je me présente à la province, parce que si on me désigne ministre de la Défense 3 jours avant, ça ne va pas aller. Donc, voilà, c'est quand même relativement rare que quelqu'un qui soit ministrable ait la volonté d'être candidat à la province, pour ne rien te cacher. Mais mets ton cœur à l'aise par rapport aux députés, hein, il y a quand même plus de députés que de ministres. Ceux-là, ils seront sûrs de leur fait quelques jours après le scrutin. Donc ça ira assez vite en ce qui les concerne. Monsieur Baudelet, je vous écoute. Merci.
Oui, voilà. Donc, voilà, je voulais poser une question par rapport au principe donc, de devenir député bourgmestre. Est-ce que quelqu'un qui actuellement n'est pas bourgmestre, alors qu'il deviendrait député ou bien qu'il l'est déjà, pourrait devenir député bourgmestre dans sa commune? Ou bien faut-il qu'il soit bourgmestre pour pouvoir devenir député bourgmestre? Pour répondre à votre question, il faut qu'il soit bourgmestre. Donc, ce sont ceux qui exercent effectivement une fonction exécutive communale, bourgmestre, échevin et président de CPAS, et qui seraient par ailleurs élus au Parlement wallon. Eh bien, dans ceux-là, on prend le quart du groupe politique. Ça, c'est un calcul un peu compliqué. Oui. Mais donc on prend oui, c'est ça, c'est le quart, c'est 25% du groupe politique qui sont dans les conditions de siéger et qui pourraient le faire. Il faut avoir un taux de pénétration suffisant. Donc, pour faire simple, parce que je sais que la règle est très compliquée. La, Oui. la règle, elle est créée au départ du Parlement wallon. On verra tout à l'heure qu'à Bruxelles, ils ont créé une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance des cumuls, qui empêche au départ de la commune tout parlementaire de siéger. Donc à Bruxelles, un parlementaire fédéral, un parlementaire bruxellois ne pourra pas, au départ de sa commune, c'est la commune qui décide, ne pourra pas être bourgmestre ou échevin. Ce qui a été fait en Wallonie, c'est l'inverse. C'est au départ du Parlement wallon, qu'on décide qui peut et qui ne peut pas cumuler, si vous voulez. Et on regarde à ça sur base des personnes qui sont élues aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a une élection communale 6 mois après. Mais, c'est un risque, si vous voulez. Donc, je prends un exemple d'un bourgmestre qui se présente aujourd'hui aux élections régionales, hein, n'importe où, dans quelques communes que ce soit. S'il a le taux de pénétration suffisant, il pourra cumuler, mais il pourra cumuler jusqu'à la prochaine élection, c'est-à-dire jusqu'à octobre. Et il pourra encore cumuler s'il est réélu. Par contre, s'il n'est pas réélu, il ne peut plus cumuler, forcément, il n'est pas réélu, mais par contre, il a figé le potentiel de décumul, si vous voulez, le potentiel de cumul. Donc, ces gens-là sont figés. Les quelques-uns qui pourront cumuler, ils vont être figés au moment de l'élection du Parlement wallon. On dira c'est eux et pas d'autres. Je vous donne un exemple, Jean-Luc Cruc. On avait les élections dans l'autre sens, hein, en 18-19, donc c'était beaucoup plus facile potentiellement. Mais on a figé les 5, donc on a 20 députés et maires. Parmi les 20, il y en avait une dizaine qui occupaient une fonction exécutive locale. Donc on prend parmi ces 10-là, on dit un maximum, c'est un quart des 20, donc ça faisait 5. Et donc, il y en avait 5. Là-dedans, il y avait Manu Douet, il y avait Jean-Luc Cruc, il y avait, je pense, Caroline Cassard. Enfin, ils étaient plusieurs. Seuls ces 5-là peuvent cumuler. Aujourd'hui, sur quota MR, Jean-Luc Cruc, qui est passé aux engagés, peut encore cumuler parce que c'est sur quota MR. Il n'a pas été candidat, en 18 et donc la question a été simple. Mais voilà, donc c'est vraiment une règle à la con qui n'est pas claire. Et si vous voulez, je peux vous renvoyer tous les documents par rapport à ça et par rapport à ce décret des cumuls. Parce que Je vois encore une autre question là-dessus. Dites-moi. Non, mais allez-y. ça se passera dans l'autre sens, enfin, dans un Ah cas oui, on a une donné. élection qui se passe dans l'autre Donc, sens, donc c'est ça plus veut dire que compliqué. quelqu'un qui pourrait devenir député régional, s'il n'est pas bourgmestre, il ne pourra pas devenir député bourgmestre, même s'il se Non, présente au communal. C'est ça. non, OK. parce que vous devez l'être au moment vous devez être pour pouvoir cumuler dans la condition au moment de la prestation de serment au Parlement wallon. Donc, il faut être bourgmestre pour pouvoir devenir député bourgmestre. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Absolument. OK, merci. Il y a encore une question là. Je vois, Monsieur Guélunette, j'ai pas votre nom, mais allez-y.
Oui, bonsoir, je me présente, je m'appelle Pascal Lambré. J'aurais une petite question. En fait, un élu communal qui aurait une affaire en cours, par exemple, en justice, peut-il se présenter comme bourgmestre au sein de sa ville ou d'une autre ville? Une affaire en cours, c'est pas une condamnation, donc il y a toujours la présomption d'innocence. Donc ça dépend C'est après. forcément de quoi il retourne, hein. Je pense que quelqu'un qui n'a pas encore été jugé, mais qui est en détention préventive parce il est soupçonné d'avoir tué sa femme, je ne conseille peut-être pas de le mettre tête de liste dans votre commune, forcément. Mais s'il s'agit d'un petit truc pour lequel il n'a pas été déchu de ses mandats politiques, il peut évidemment être candidat. Ça dépend de l'importance de l'affaire en cours, et ça dépend du moment du jugement, donc ça dépend d'un tas de choses. Mais tant que la personne n'a pas été condamnée et par extension déchue de ses mandats, elle peut être candidate, quoi. Ça, oui. Et ça, À chacun de voir, sur base des faits reprochés, s'il est bien ou pas bien que cette personne soit sur une liste, forcément. ouais, merci. Et je rappelle à cet égard que nous avons en interne OMR un code de bonne conduite que chaque candidat et que chaque mandataire est censé respecter, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site mr.be/aide-section, qui est finalement un code qui exprime un peu les valeurs qu'un mandataire MR doit faire valoir dans le cadre de son mandat. Et on y dit, ben voilà, si quelqu'un est inquiété dans ce genre d'affaires, on lui conseille de faire un pas de côté, le temps de régler les problèmes. Donc, tout dépend évidemment de l'importance de la chose. Je ne sais pas vous répondre comme ça, je ne sais pas si vous pensez à un cas très particulier, mais voilà. Mais d'un point de vue strictement juridique, tant que vous n'avez pas été déchu de vos droits civils et politiques, vous pouvez vous présenter. Et de toute façon, Politiquement, ce n'est pas forcément toujours l'idéal. politiquement, c'est toujours en interne que ça se décide au niveau de ces mandats. C'est souvent en interne, oui, il y a souvent ça. Allez, je vais poursuivre. Puisqu'on parlait des candidats en Wallonie, je viens vers les candidats à Bruxelles. Où est-ce que je suis ici? Non, j'étais aux incompatibilités, pardon. Donc, les incompatibilités à Bruxelles, elles sont du même style, hein. Donc, les membres du personnel communal ne peuvent pas non plus siéger. Il y a également les incompatibilités par rapport au collège. Et alors, il y a eu ce gros changement dont je vous parlais à Bruxelles. C'est l'ordonnance, une ordonnance récente qui date de 2022, si ma mémoire est bonne, et qui empêche tout parlementaire d'occuper une fonction élective, exécutive, pardon, communale dans une commune bruxelloise. Donc, vous ne pouvez plus être échevin à Molenbeek et parlementaire fédéral, par exemple, ou bourgmestre de Saint-Gilles et parlementaire wallon ou parlementaire européen. Il y a vraiment une incompatibilité de fonction stricte et qui n'est pas basée sur un calcul un peu à la con comme on peut avoir en Wallonie et compliqué. Là, c'est très clair, c'est l'un ou l'autre. Vous avez également des incompatibilités de parenté. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est toujours un peu la même chose. Alors, on va en venir à vos listes et à la composition de vos listes. Donc, comme vous le savez, on va commencer par la Wallonie, mais toute liste doit comporter au minimum un candidat. Une liste de un candidat, c'est possible. Et au maximum, le nombre de candidats équivalent au nombre de sièges à pourvoir. Si vous avez 31 sièges à votre conseil communal, une liste complète fait donc 31 personnes. En Wallonie, et c'est le cas à Bruxelles aussi, toute liste doit respecter la parité et la tirette. Parité, donc c'est l'alternance entre les hommes et les femmes, la stricte égalité, mais évidemment une liste complète en Wallonie a toujours un nombre impair de candidats. Et donc, pour régler la question, la dernière place est dite asexuée. Donc, je reviens avec mon exemple de 31 candidats. Si vous avez une femme qui est tête de liste, eh bien, une femme occupera la première place, la troisième, la cinquième, la septième, et ainsi de suite. Donc, toutes les places impaires. Les hommes occuperont toutes les places paires de la liste, 2, 4, 6, 8, jusqu'au numéro 30. Et le 31e est asexué. Ça peut donc être un homme ou une femme. On ne sait pas les couper en deux. Par contre, si vous n'avez pas une liste complète, vous avez un conseil communal à 31, mais vous ne savez pas faire une liste complète, vous avez 18 candidats.
ben là, évidemment, à ce moment-là, vous devez respecter totalement la parité. Si vous avez un nombre pair de candidats, vous devez respecter la parité et cette fameuse tirette, un homme est toujours suivi d'une femme, une femme toujours suivie d'un homme. Dans certaines communes de Wallonie, on a ce qu'on appelle des listes uniques, donc il y a une seule liste qui se présente. Il y a déjà eu, c'était le cas, je pense, à Vresse-sur-Semois, il y a de ça quelques années. On s'est retrouvé dans une situation de liste unique avec des gens qui, il y en a un qui décédait, un autre, parce que forcément ils sont tous élus, un qui décédait, un autre qui partait habiter la commune d'à côté, un troisième qui se retrouvait dans une situation d'incompatibilité, et donc il ne savait plus avoir un conseil communal complet. Donc en cas de liste unique, il est prévu que vous ayez 25% de candidats en plus, un quart de candidats en plus. Je vous ai donné un exemple, hein, c'est arrondi à l'unité supérieure. Si vous avez un conseil de 13, ben vous divisez 13 par 4, ce qui vous fait 3,25. 13 plus 3,25, ça fait 16,25. 16,25 arrondi à l'unité supérieure, ça fait 18. Il y a quelqu'un qui parle et qui peut couper son micro, parce que c'est embêtant pour les autres. Mais c'est pas grave. Bref, liste unique, ça existe. J'espère que c'est pas moi qui fais ce bruit un peu chiant. C'est Monsieur Lampré. Pardon. J'ai l'impression que si. Bon, ok. Ouf. J'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. C'est Monsieur Lateur qui a son micro allumé. Ah, Monsieur Lateur. C'est coupé. Si vous pouviez le couper, Monsieur Lateur, ce serait bien. Voilà, ben, en tout cas, visiblement, ça fonctionne. Gardez toujours bien couper votre micro. Dans les communes germanophones, au cas où nous avons des germanos parmi nous, il n'y a pas de tirette, mais une composition paritaire et une alternance uniquement aux 2 premières places. J'en viens en composition des listes à Bruxelles, même chose, au minimum un candidat, au maximum le nombre équivalent de sièges à pourvoir. Toute liste à Bruxelles doit respecter aussi la parité et la tirette. Sauf pour la dernière place de la liste, c'est exactement la même règle qu'en Wallonie. Et en périphérie, on a la même règle qu'en communauté germanophone, avec une alternance uniquement aux 2 premières places. Sachez, s'il y a des Bruxellois parmi vous, qu'au niveau du Parlement bruxellois, ils ont encore réussi à trouver une règle différente. C'est-à-dire pour les élections au Parlement bruxellois, donc pour les élections du 7 juin prochain, il y aura aussi des règles de parité et de tirette, mais là, ce n'est pas la dernière place qui est asexuée, c'est la 3e. Et donc, comme ça, chaque fois, pour chaque niveau de pouvoir, on a des règles différentes, c'est vraiment bien. Mais donc, admettons que vous ayez un homme en tête de liste, vous avez une femme en 2, ça c'est obligatoire. La 3e place, vous pouvez mettre un homme ou une femme, et ensuite, ben, vous continuez la tirette. Voilà pour la règle au niveau du Parlement bruxellois. Je ne sais pas si ça vous intéresse ici. On a dit qu'on restait dans les règles locales, donc je m'en tiens aux règles locales. Ça, c'est les règles locales qui nous sont imposées par les différents codes et règles électorales, mais n'oubliez pas qu'on a des règles internes au MR, règles internes qui existent déjà depuis un certain temps, qui étaient, je dirais, dans les statuts des sections, mais qui n'étaient pas excessivement précises. Et donc, quand on a modernisé les statuts du MR national il y a de ça 2 ou 3 ans, on a précisé les rôles de chacun. Et donc, je vous rappelle ça, c'est l'article 26 des statuts. En vue des élections provinciales et communales, chaque assemblée générale de la structure fixe les modalités de désignation de la tête de liste et de la composition de la liste et approuve celle-ci. Donc, il y a un rôle très important dans votre section de votre assemblée générale. Théoriquement, votre assemblée générale doit se réunir et dire la tête de liste, ce sera monsieur machin chose ou madame bazar bidule. Et ce monsieur, cette madame, cette dame prépare la liste, repropose à l'assemblée générale, dans une seconde assemblée générale un peu plus tard, repropose la liste complète
et cette liste est avalisée par l'Assemblée générale. Voilà, ça c'est évidemment les statuts en théorie. Je sais qu'il y a des endroits, ça ne sera peut-être pas totalement comme ça. Parfois, il n'y aura qu'une seule assemblée générale. Bon, voilà. Parfois, la tête de liste ne souffre aucune contestation. Donc, est-ce qu'il faut formellement faire une assemblée générale? Les statuts, généralement, on y regarde que quand il y a des problèmes. Mais formellement, les statuts du MR imposent ceci. Ils imposent aussi que sur chaque liste figure au minimum un primo-candidat, donc une personne n'ayant jamais été candidate à ce niveau de pouvoir. Généralement, au niveau communal, c'est souvent le cas parce que, voilà, pas toujours facile de trouver des candidats, mais c'est quelque chose qu'on va devoir respecter dans le cadre de la constitution des listes ici au niveau régional, fédéral et européen. Les listes de cartels sont permises. Donc, si vous voulez faire, pas faire une liste MR pure, mais une liste MR+, une liste MRIC, une liste qui s'appelle Mont sans mieux, sur laquelle il y a pas mal de libéraux, mais qui n'est pas une liste MR, c'est possible. Mais elles doivent refléter la volonté de la section et avoir l'aval de la fédération provinciale. Donc, c'est toute cette question d'assemblée générale dont je vous parlais. La section doit dire, nous, on veut bien aller en liste de cartel, mais la section MR doit l'avaliser. Et dans le cas échéant, votre fédération provinciale. Quoi d'autre? Tous les candidats étiquetés MR devront impérativement respecter le code de bonne conduite et la charte des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des documents qu'on vous partagera, mais retenez qu'il faut respecter ces éléments-là. Et vous avez cette fameuse règle qui existe depuis toujours, mais qu'on a remise. Lors d'une élection, un membre qui se porte candidat sur une liste concurrente, soit à la liste MR, soit à la liste soutenue par le MR, est automatiquement exclu du parti, sauf dérogation exceptionnelle décidée et motivée par le MR. Il y a quelques endroits au Luxembourg, vous avez des listes avec des candidats libéraux, enfin, vous avez des candidats libéraux sur 2, parfois même 3 listes. Bon, si c'est comme ça et que voilà, tout le monde est bien au courant et la fédération provinciale est OK, ça peut se faire, mais il faut l'aval de la fédération provinciale. Mais quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais, les petits amis, on a une liste MR, mais moi, je vais sur la liste engagée ou quoi que ce soit, il est automatiquement exclu du MR. Il n'y a même pas, il y a même pas de procédure, d'appel ou quoi que ce soit. C'est vraiment un automatisme. Donc ça, ce sont des règles très importantes et retenez vraiment le rôle de l'Assemblée générale. Les listes, mais ça c'est pour les actes de présentation, c'est quand vous irez déposer vos listes, les actes de présentation, pour rappel, doivent être contre-signés soit par 2 conseillers communaux sortants, c'est l'idéal, mais encore faut-il en avoir. Ça peut être des conseillers communaux qui sont de vos adversaires politiques, hein, mais ça doit être contre-signé par 2 conseillers communaux sortants ou par un nombre d'électeurs qui dépend de la taille de la commune, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des électeurs. Même chose pour les élections provinciales, 3 conseillers provinciaux sortants pour déposer la liste. À Bruxelles, il faut 2 conseillers communaux sortants. Et en périphérie, c'est 1 conseiller sortant. Et en Brabant wallon, c'est 1 conseiller provincial sortant. Ça, c'est pour les formulaires au moment du dépôt des listes. Ça viendra, vous ne devez pas retenir ça maintenant. Le dépôt officiel des listes, par contre, ça retenez-le, il se fait généralement un bon mois avant le scrutin. Donc, je n'ai pas encore la date en tête parce que je vous fais aujourd'hui une présentation qui est plus un rappel de règles, mais il y a à ce stade aucun site qui a été mis en place par la Wallonie qui concerne les élections locales. Ils vont le faire, mais ce n'est pas encore fait. Même chose pour Bruxelles. Donc, j'anticipe un peu tout ça, mais ces formulaires-là existent et le dépôt officiel des listes, ça se fera probablement vers le 11, 12, 13 septembre par là, un bon mois avant le scrutin. Donc, si vous n'avez pas encore votre liste totalement faite au 25 août, c'est pas grave, le dépôt officiel, il arrivera après. Mais par contre, le dépôt des listes, c'est 2 heures pendant 2 jours. Donc ça, il faut évidemment pas oublier ce jour-là et être présent. Je pense qu'il y aura un dépôt possible en ligne, mais ça, je n'ai pas encore les infos à ce stade.
Très important par contre, parce que vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir au nom de votre liste. Alors il y a des endroits, c'est MR pur, il y a des endroits, la question ne se pose pas, mais peut-être des endroits, on se dit là, on va un peu changer, on va moderniser, on va accueillir des candidats d'ouverture, mais ils ne veulent pas se présenter sur une liste MR, donc il faut qu'on trouve un autre nom. Tout ça est possible, mais vous devez respecter un certain nombre de choses et singulièrement un nombre de caractères. Donc en Wallonie, votre sigle, votre nom, en fait, le nom de votre liste, doit être composé d'au maximum 25 caractères, dont au plus 12 lettres. 12 lettres, on y évite, et 13 signes. Je prends l'exemple de la liste de notre président à Mons, c'est Mons en mieux, c'est OK, parce que c'est 11 lettres et 2 signes. Un espace est considéré comme un signe. Mais si ils avaient voulu faire la même chose à Froid-Chapelle ou à Serfontaine, ou enfin bref, dans une commune avec un nom un peu plus long, ben, ça ne passait pas, c'était interdit. Froid-Chapelle en mieux, ça passe pas. À Binche, je vous le dis parce que je le sais, on a une liste concurrente qui est en train de claironner partout en ville, qui vont s'appeler Ensemble pour Binche. On ne leur dit pas, mais s'ils arrivent le jour même du dépôt de leur liste en disant, ben nous, voilà, c'est Ensemble pour Binche, ça leur sera refusé parce que c'est trop long, quoi. Ils devront faire un acronyme ou changer de nom, j'en sais rien. Et donc, retenez bien ça, c'est super important. Maximum 25 caractères, mais c'est surtout les 12 lettres. Alors, si vous faites MR+, MRIC, ça va, c'est pas un problème. Mais si vous voulez un truc un peu plus long, il faut évidemment pas dépasser ça. À Bruxelles, c'est 22 caractères. Là, ils ne font pas de distinction entre les lettres et signes. Et en périphérie, c'est maximum 20 caractères. Super important pour ne pas arriver avec, avec un nom de liste trop important. Et puis ensuite, je vous rappelle aussi que toutes les listes MR et apparentées MR, et je vais répondre à la question de suite, toutes les listes MR et déclinées MR, donc MR+, MRIC, MRC, MRNCO, enfin je vais donner quelques exemples, elles bénéficieront d'un numéro d'ordre commun qui sera tiré au sort au niveau régional. Par exemple, la dernière fois, toutes les listes MR en 2018 en Wallonie avaient le numéro 1. Mais il y a un tirage au sort à Bruxelles, parce que ce n'est pas la même chose. Et donc à Bruxelles, là, on avait un numéro un peu plus merdique de mémoire, le 12 ou le 13, c'était beaucoup plus loin sur la liste. Avoir le 1, c'est toujours pas mal. Si par contre, vous faites une liste pluraliste, où je reprends l'exemple de Mons-en-Mieux donc à Mons, mais là, forcément, il y aura un tirage au sort aussi, mais au niveau local, qui arrivera plus tard. Et donc, ben, la liste PS à Mons, on saura très bien son numéro au moment du tirage au sort régional, qui se fait généralement début septembre ou fin août. Mais le tirage au sort au niveau local se fait une bonne semaine après. Et donc, les numéros de liste purement locales sont connus généralement plus tard. Et on enverra, et c'est ce que j'indique dans le petit slide, une attestation à toutes les têtes de liste MR ou MR déclinaison. Comme ça, quand vous déposez votre liste, vous arrivez avec votre attestation disant, voilà, le MR reconnaît bien votre liste et vous pouvez bénéficier de ce numéro. Je vois qu'il y a une question de Madame Hublé. Je vous écoute. Oui, bonsoir, merci. Je reviens sur ces sigles et Oui. caractères. Un sigle, pour moi, c'est 2 ou 3 lettres. Donc, par exemple, MR, c'est 2 lettres, MR. Mais le nom entier, c'est Mouvement Réformateur. Et c'est lequel qui... C'est MR. Le jour où on arrive à déposer une liste et on écrit Mouvement Réformateur, eh bien, le fonctionnaire qui va réceptionner les listes va nous dire vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, votre nom est trop long. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise MR et qu'on utilise l'acronyme. Il n'est pas mis Parti Socialiste sur les bulletins à vote, il est mis PS. C'est pour la même raison. Ce serait trop long aussi. Donc il faut distinguer deux choses. Il y a votre communication, la communication. Quand vous en parlez, vous pouvez dire le mouvement informateur, vous pouvez avoir des affiches avec écrit mouvement informateur, tout ce que vous voulez. Mais au moment du dépôt officiel de la liste et de l'appellation de la liste telle qu'elle sera renseignée sur le bulletin de vote, en fait, c'est ça, vous devez être sûr qu'il n'y ait pas plus de 25 caractères. Raison pour laquelle on utilise constamment l'acronyme MR. Vous n'avez jamais vu sur une liste, sur un bulletin de vote, il n'a jamais été écrit Mouvement Réformateur, il est écrit MR. Il n'a jamais été écrit Parti Socialiste, il est mis PS. Il est écrit écolo en grand, enfin écolo en complet, parce qu'écolo, c'est 5 lettres. D'accord, je vous remercie pour la précision. Avec grand plaisir. Je poursuis. Pas d'autres questions là-dessus?
Alors, on en vient aux électeurs. Ça, c'est plus un rappel, ça n'a pas changé. Donc, les électeurs au niveau des communales peuvent être soit belges, mais ils peuvent également être européens ou non européens. Donc, au niveau communal, on a assez largement ouvert le droit de vote finalement à tous ceux qui habitent la commune. L'électeur belge en tant que tel doit être belge au plus tard le jour de l'élection. Donc il doit être belge le 13. Non, il doit être belge au 2 jours de l'élection, bien sûr. Être âgé de 18 ans, pardon, au plus tard le jour de l'élection, donc être âgé de 18 ans le 13 octobre 2024. Il doit être inscrit au registre de la population de la commune au plus tard le 31 juillet. C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Date super importante à retenir, hein, puisque on établit le registre des électeurs le 1er août et il doit jouir de ses droits civils et politiques. Pour les Européens peuvent voter pour les communales, ils ne peuvent pas voter. S'ils peuvent voter pour les provinciales, on y reviendra, mais ils peuvent voter pour les communales, mais ils doivent s'inscrire au préalable au moyen d'un formulaire. Donc, c'est un formulaire qu'ils trouveront bêtement en allant à leur administration communale. Dès le moment où ils ont rempli ce formulaire, et donc ils se sont inscrits comme électeurs, ils sont sous l'obligation de voter. Donc, si jamais ils ne vont pas voter, ils sont passibles de sanctions. Ils sont passibles de sanctions. Pour les électeurs étrangers, donc ceux qui ne sont pas ressortissants européens, ce sont les mêmes conditions, donc ils doivent aussi s'inscrire, ils peuvent voter, mais ils peuvent voter s'ils ont 5 années de résidence ininterrompue en Belgique et moyennant une déclaration qui les engage à respecter la Constitution et les textes fondamentaux. J'insiste aussi dans le petit slide en disant que ceux qui se sont déjà inscrits pour des élections précédentes sont dans le pipe. Ils sont dans le pipe, ils sont dans les fichiers et donc ils ne doivent pas se réinscrire. Mais s'ils ne doivent pas se réinscrire, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des électeurs et donc ils sont obligés d'aller voter. Et s'ils ne vont pas voter, de nouveau, ils sont passibles de sanctions. Je vois que ça suscite quelques questions, mais je passe quand même. Non, ce n'est pas encore ça, donc c'est très bien. Je vois que ça suscite des questions, donc je vous écoute. Madame Hublé, je ne sais pas si vous n'avez pas baissé votre main ou si vous avez une autre question, je n'en sais rien. Bon, elle n'est peut-être plus là. Ah, voilà, elle a baissé sa main. Donc, monsieur Lambré, je vous écoute. Oui, en fait, je sais que l'orientation sexuelle n'est pas prise en condition, mais si vous avez le cas de figure d'un transgenre sexuel, par exemple, est-ce qu'il a le droit de poser son électorat en Wallonie ou à Bruxelles? Ah, vous voulez dire par rapport aux règles de parité et de tirette dans l'ordre de la liste? Tout à fait. Ah ben, ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je ne sais pas si ça a été tranché quelque part. À ma connaissance aujourd'hui, mais je sais que ça a été un gros sujet au niveau du gouvernement, mais à ma connaissance aujourd'hui, vous êtes toujours un homme ou une femme, même si je parle officiellement sur base des registres. Même si certains se disent, voilà, moi, je suis pas, je suis ni l'un ni l'autre. Enfin, bon, c'est comme tout, il y a la communication et en fait, ce que vous êtes officiellement au regard du droit. Et à mon sens aujourd'hui, mais je peux me tromper, et je pense que c'est vraiment une question qui va se poser probablement à l'avenir, mais, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes ou l'un ou l'autre, au regard du droit. On a eu au niveau du MR, hein, avec Philippine Danis, donc qui était Philippe Danis, qui était un homme et qui est devenu une femme et qui s'est présentée aux élections fédérales de 2019. La pauvre est décédée depuis. Je vous avoue qu'il faudrait que je retourne voir. Je ne sais pas exactement si elle était considérée comme homme ou femme à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'était l'un ou l'autre. C'est pas bon, asexué, oui, oh, bah, celui-là, on peut le mettre 20e, n'importe, ça compte pour les deux. Non, quoi qu'il arrive, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, mais il y a peut-être un jour où la question va se poser de manière un peu plus avec des recours, je dirais bien des recours, la Cour européenne des droits de l'homme et ce genre de choses. Tout ça peut arriver. Le cadre ne s'est pas encore présenté à ce stade, à ma connaissance. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Latteur.
Alors, vous avez levé votre main, mais votre micro est fermé. Monsieur Latteur. C'est peut-être pas fait exprès. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, je poursuis. On ne vous entend pas si vous nous parlez. Si vous ne nous parlez pas, ça ne pose pas de problème. Je poursuis avec le point suivant, et c'est ce qui concerne les règles relatives aux dépenses électorales. Les dépenses électorales, j'en ai mis la définition officielle ici dans le slide. Hein, je ne vais pas vous la relire, mais en gros, une dépense électorale, retenez-le, c'est toute dépense qui contribue à mener votre campagne et à faire connaître votre liste et vos candidats. C'est absolument tout ce que vous achetez, tout ce que vous réalisez, tout ce que vous produisez pour être élu, en somme. Ça peut être un tract, ça peut être la réalisation d'une vidéo, d'affiches, d'achat de panneaux, la réalisation d'un site internet, les frais d'essence, la distribution de votre programme par la poste ou par un privé, le flocage de véhicules, bref, toute dépense que vous utilisez pour faire campagne, c'est les dépenses électorales. Je vois, Jason, que par rapport à la question tout à l'heure, tu dis Philippine était entre deux hommes sur la liste, mais à la Chambre, il n'y a pas de tirette à la Chambre. Les deux premiers candidats doivent être de sexes différents. Et ensuite, il faut une parité, mais tu peux avoir 5 hommes directs et puis 5 femmes, 5 hommes suivants, 5 femmes. Mais à mon avis, on a quand même tendu vers la tirette, et donc ça veut dire que Philippine Danis était à ce moment-là était considérée comme une femme. Ce qu'elle voulait d'ailleurs. Donc voilà. Et comme ça, on a réponse à notre cas concret de tout à l'heure. Bref, dépenses électorales, toutes les dépenses qui vous permettent de faire campagne. Ces dépenses doivent être conservées et déclarées parce qu'il y a des plafonds. Et retenez que la période suspecte, donc la période au moment où on commence à contrôler les dépenses électorales, ça commence le 13 juillet 2024 et donc c'est 3 mois. C'est une période de 3 mois dans laquelle vous devez respecter un certain nombre de règles et je vais y venir. Mais donc la période suspecte pour les élections communales et provinciales, c'est 3 mois. La période suspecte pour les élections qui nous intéressent en juin, les fédérales, les européennes, les régionales, ce sera 4 mois. Mais on est resté à 3 pour les élections locales. Alors, les dépenses électorales, elles sont plafonnées. Vous avez des montants maximaux que vous ne pouvez pas dépasser et qui dépendent du nombre d'habitants que vous avez sur votre commune et du nombre d'électeurs. Je vais vous donner un exemple. Ville moyenne, Nivelles, 21 000 électeurs. Le plafond pour la liste en 2018 était de 22 000 euros. Donc ça, c'est le plafond de dépense maximale pour l'ensemble de la liste. Et vous avez à côté de ça un plafond pour chacun des candidats qui, lui, est de 1 713 euros. Ça ne veut pas dire que vous devez dépenser ces montants-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dépenser au-delà. Ça, c'est ce qui est imposé par le droit. Sachez que ces montants officiels, ils seront connus puisque c'est sur base du registre électoral, et je vous ai dit que le registre électoral était établi le 1er août, ils seront connus dans le courant du mois d'août, un peu après, pour chacune des communes. Donc, je ne sais pas vous dire aujourd'hui, pour Nivelles, combien sera le plafond pour la liste et combien par candidat. Mais généralement, les communes ne triplent pas leur nombre d'habitants, leur nombre d'électeurs en 6 ans. Et donc, si j'avais un Nivellois à côté qui me disait, bah, tiens, à ton avis, à combien on sera ? Il y a peut-être quelques habitants en plus. Donc, on sera peut-être je vois ici 22 665, ils seront peut-être à 23 000. Et par candidat, au lieu de 1713, ce sera peut-être 1752. Mais on reste, si vous avez les montants de 2018, on reste vraiment dans des proportions tout à fait similaires. Ce que vous devez retenir par rapport aux dépenses électorales, c'est que toutes les dépenses, soit de la liste, soit de chacun des candidats, doivent se trouver en fait dans un meuble. J'utilise toujours cet exemple par rapport aux dépenses électorales. Dépenses électorales, c'est un meuble à 2 grands battants, avec deux grandes portes. Dans votre battant 1, vous avez un grand espace unique. C'est toutes les dépenses qui sont celles de la liste, celles que vous mettez en commun. Je ne sais pas moi, si vous faites un grand tract commun qui présente tous les candidats, ce genre de choses, vous pouvez mettre ça là-dedans.
Il faut que ça s'y retrouve. Et puis, vous avez dans le deuxième battant du meuble des petits tiroirs. Et un tiroir pour chacun des candidats. Et toutes les dépenses de chacun des candidats doivent se retrouver dans ce tiroir. En sachant que vous pouvez tout à fait faire des campagnes communes. Vous pouvez par exemple faire un tract de 3 ou 4 candidats que vous imputez à moitié dans le grand battant de liste et à moitié divisé en 4 sur chacune des têtes de pipe de ces candidats. Tout ça est possible. L'important, c'est que tout se trouve dans le meuble. La manière dont vous répartissez les choses, finalement, est assez peu importante. Mais donc ça, c'est vraiment super, super important parce que vous devez rendre, dans les 30 jours après le scrutin, une déclaration de dépenses électorales et d'origine de fonds au greffe du tribunal de première instance. Et donc ça, c'est vraiment une obligation que vous ne pouvez pas oublier parce que si vous ne le faites pas, vous êtes à nouveau passible de sanction, d'inéligibilité et ce genre de choses. Sachez aussi que l'imputation des montants doit se faire au prix du marché pour garantir l'équité. C'est-à-dire, admettons que vous avez un ami, vous avez 2 super amis, le premier est imprimeur et le deuxième est graphiste. Et le graphiste dit, je vais te faire un super tract, et l'imprimeur dit, oui, lui, il va te faire un super graphisme, et moi, je vais l'imprimer. Ça vous coûte 0 balles parce que c'est votre ami, mais vous devez leur demander combien il vous aurait fait payer si c'était un candidat lambda qu'ils ne connaissent pas. Et il aurait dit, voilà, c'était 300 pour le graphisme et 500 pour le tract. OK, mais ça fait 800 €. Ces 800 € même si vous ne les avez pas sortis, vous devez les déclarer. Parce que c'est le potentiel de ce que représente votre montant, en l'occurrence de campagne, ou votre gadget, entre guillemets, de campagne. Donc, c'est super important de bien retenir ça. Ce n'est pas forcément ce que vous dépensez, mais c'est la valeur de ce que vous dépensez qui doit se retrouver, ou la valeur de ce que vous ne dépensez pas, en l'occurrence, qui doit se retrouver dans cette déclaration de dépenses électorales. Je vois que M. Lateur a toujours la main levée, mais je suppose que c'était avant. Je regarde ma conversation, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas toujours le lire. Ok, le wokisme, on est d'accord, mais j'en reviens à ma présentation, je poursuis. Point d'attention sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, le prix des applications d'Internet doit être imputé. Donc, si jamais vous créez un site Internet ou ce genre de choses, ça doit être évidemment imputé. La publicité électorale sur les réseaux sociaux est évidemment permise, mais doit aussi être imputée. Donc, si vous sponsorisez des pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou autres, pour que ils se retrouvent généralement en haut de la pile et que vous ayez plus de visibilité, ces montants-là doivent être imputés et déclarés. Sachez aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est super important pour la Wallonie, et ça, c'est quelque chose qui a changé suite à un décret finalement récent, puisqu'il date de mai 2023, c'est que au niveau de votre dépense électorale, il y a un plafond qui a été instauré pour la diffusion de messages sur Internet et sur les plateformes de médias sociaux. Évidemment, quand c'est en contrepartie d'une rémunération. Donc, si vous mettez sur Facebook, vous êtes candidat, vous mettez votre affiche, bon, ça, c'est sur votre fil d'actualité, c'est gratuit, évidemment. Mais si vous dites, voilà, je vais faire un peu sur Facebook, il y a moyen de cibler les choses, un peu par quartier, par niveau. Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose. Ça vous sera expliqué comment faire dans les formations, notamment de la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Mais si vous utilisez ces choses-là, ça ne pourra jamais dépasser les 50% de vos dépenses électorales et des dépenses électorales de liste. Donc, j'en reviens à mon exemple de Nivelles qui était à 20 000 pour la liste. Ça veut dire qu'à Nivelles, ils ne peuvent pas dépasser environ 10-11 000 € de dépenses électorales sur la publicité ciblée sur Internet. Et chaque candidat ne pourra dépenser plus de 50% de son montant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui a été instauré récemment. Alors, les dépenses électorales, j'y reviendrai, il y a des choses qui sont interdites très spécifiquement pendant la période de 3 mois, mais il y a des choses qui sont interdites en tout temps. Mais j'appuie sur pause et je vois que Jason a une question, c'est peut-être pour le point d'avant, donc je t'écoute, Jason.
Oui, c'est concernant les sites internet. Par exemple, Oui, on a l'application Odoo qui est complètement gratuite. Odoo. Est-ce qu'on doit faire une simulation de ce qu'un site traditionnel coûterait ou comme c'est en majorité gratuit, ça reste gratuit et ça ne doit pas être dans les dépenses électorales? Non, 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 c'est vraiment. Donc, si vous faites un site internet, ça doit être dans les dépenses électorales. Parce que vous créez un site et donc c'est un moyen de faire campagne. Mais ici, c'est la diffusion ciblée de messages sur Internet et la plateforme des médias sociaux. Donc, vous devez vraiment bien faire gaffe. Euh, Même si. Enfin, oui, en fait, pour répondre à ta question, parce que je réfléchis en parlant, si votre site est gratuit, forcément. euh, Forcément, il n'y a pas de montant à imputer, tu vois. Si par contre, tu fais faire le site par une boîte privée et que ça te coûte bonbon, ben là, forcément, ça, tu dois l'imputer. Donc, il y a Odoo sait le faire, il y a, comment s'appelle cette application aussi assez simple qui permet de faire des sites Internet, je ne sais plus, ça me reviendra. C'est un peu plus... c'est un peu plus... c'est un peu plus... comment dire c'est un peu moins pro, quoi. Mais tout ça, vous devez l'imputer. Donc, si jamais ça ne coûte rien, vous ne savez pas imputer un truc qui ne coûte rien. Si Odoo vous propose un site gratuit, ben voilà, OK. Si par contre, ce site a une valeur, à ce moment-là, c'est au prix du marché. Mais donc, ça dépend évidemment ça dépend de la chose. Je vois Monsieur Fleusus qui posait une question dans le chat qui dit si le site existe depuis quelque temps, devons-nous l'imputer? Non, évidemment. Si tout ce qui a été créé avant le scrutin et qui préexiste et qui continue pendant le scrutin, il ne faut pas l'imputer. Ça, non. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu plus catholique que le pape, c'est dire, ben voilà, j'ai quand même un abonnement au site internet, enfin bref, et bon, ben ça, j'impute pendant les 3 mois de campagne électorale, mais tout ce que vous avez créé avant, vous ne devez pas l'imputer, effectivement. Donc, si vous avez un site Internet qui existe depuis 2014 et que vous l'utilisez dans le cadre de votre campagne, ce que vous pouvez imputer, c'est, je sais pas moi, un trimestre d'utilisation du site Internet, d'abonnement à je ne sais quelle plateforme, mais pas évidemment la réalisation d'un site. Ça, c'est évident. Ça va? Donc, je poursuis. Point d'attention sur les réseaux sociaux, ça, je l'ai déjà fait. Oui, donc je disais, il y a des pratiques qui sont interdites. Les montants sont déductibles aux impôts. Non, ils ne sont pas déductibles aux impôts du tout. Pour répondre à votre question. Les pratiques interdites en tout temps. Donc là, on est vraiment en période électorale, mais aussi hors période électorale. Donc c'est super important pour votre campagne. Mais donc, vous ne pouvez jamais recevoir de dons d'une personne morale, donc pas de dons d'entreprise, strictement interdit. Vous pouvez recevoir des dons d'une personne physique, mais forcément en respectant un certain nombre de limitations légales. Et donc, c'est maximum 500 € par an pour un candidat et une liste, un enregistrement de tout don dépassant les 125 €. Et les personnes physiques ne peuvent consacrer plus de 2000 € de dons par an aux partis, listes et candidats. Donc, pour faire simple, je vous résume la situation. Vous avez un ami qui n'a pas une entreprise, un ami seul, qui a un peu de sous et qui dit, moi, j'adore la liste MR de Bouillon. Et dans la liste MR de Bouillon, j'ai 4 super potes et je vais les aider. Eh bien, cet ami-là, il ne peut pas consacrer plus de 2000 €. Lui, c'est son plafond à lui. Et puisqu'il en a 4 et qu'il les aime bien de la même manière, il dit ben, je vais diviser par 4 mon montant de 2000 €. Ça tombe bien, ça fait 500. C'est le maximum que ces candidats peuvent recevoir. Ça va? Et tout don de plus de 125 doit être déclaré. Donc ça, c'est vraiment super important à retenir en tout temps. Hein, c'est en fonctionnement des sections, dans le fonctionnement quasi quotidien. Sachez aussi que vous ne pouvez pas utiliser des fichiers en violation de la fameuse loi du 8 décembre 92 relative à la protection de la vie privée. En fait, retenez que le seul fichier que vous pouvez utiliser en période électorale, c'est le fichier des électeurs, le registre des électeurs, le fameux registre qui est établi là le 1er août. Ce registre-là, il sera donné aux candidats. Ça, vous pouvez en bénéficier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce registre? Le nom des électeurs, leur date de naissance et l'endroit où ils habitent. Donc, vous pourriez, par exemple, cibler, je ne sais pas moi, un courrier
par quartier. Ou bien dire, tiens, vous êtes né en mars, puisque vous avez les dates de naissance, vous êtes né en mars, moi aussi je suis né en mars, regardez, voilà, on a ça en commun, je suppose que nous partageons les mêmes valeurs, bon, mais vous envoyez, ou je sais pas moi, un signe astrologique, vous êtes poisson, ah ben tiens, voilà, je vous écris parce que moi aussi je suis poisson, je suis un super candidat, on partage, tous les poissons sont comme ça, je suppose que vous aussi, votez pour moi. Tout ça est possible. Donc vous pouvez utiliser ce registre des électeurs comme ça de manière un peu originale. Mais par contre, si vous êtes président de votre club de tennis et que vous dites, bah, tiens, je vais envoyer un petit mail à tous les membres du club en disant que je suis candidat, ça, c'est strictement interdit. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas faire ça. Si en plus vous commencez par chers amoureux du tennis et donc que eux directement comprennent bien, en les mettant en plus tous en copie, donc comprennent bien qu'ils reçoivent un message de votre part pour des fins électorales qui ne concernent absolument pas, en l'occurrence le tennis, ça, vous êtes passible de poursuites, vous êtes passible de plaintes et de ce genre de choses. Hein. Donc vous devez vraiment faire très 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 attention. Peut-être que dans l'information qui vous sera donnée dans 2 semaines ou 3 semaines sur les trucs et astuces de campagne, on vous expliquera comment, je ne vais pas dire contourner la chose, mais comment agir intelligemment avec l'utilisation de fichiers. Mais la règle de base, c'est on les utilise pas, quoi. On n'a pas le droit. Le seul fichier qu'on peut utiliser, c'est le registre des électeurs. Interdiction, et ça c'est un point en plus, de recevoir des dons anonymes, mais ça c'est une interdiction également en tout temps. Voilà les fameuses sanctions en cas de non-respect sur la législation sur les dépenses électorales, pour avoir un rappel à l'heure d'un blâme, une retenue appliquée sur le jeton de présence, une suspension de mandat et à la fin une privation de mandat. Ça dépend de la manière dont vous contrevenez aux règles de base, et les règles de base, elles sont dans le slide suivant par rapport aux dépenses électorales. Sachez, à titre d'exemple, que Jean-Michel Javot, bourgmestre d'Amé, il y a de ça 1 ou 2 campagnes, je pense que c'était en 2012, n'avait pas spécialement respecté toutes les règles, je crois qu'il avait fait une grosse fête et qu'il avait un peu mis à boire à tout ce qui bougeait. Je pense qu'il a eu un blâme, quoi. Donc, voilà, je ne vous dis pas de ne pas respecter les règles, certainement pas, mais vous n'aurez pas la tête coupée non plus, quoi. C'est peut-être pas bien de le dire, moi je suis censé vous faire respecter les règles à mort, mais c'est quand même bien de vous faire partager un certain nombre d'éléments tels qu'ils existent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce méchant Jean-Michel Javot? Eh bien, il a utilisé un certain nombre de propagandes qui sont totalement interdites en période électorale. Vous ne pouvez pas utiliser des panneaux ou des affiches commerciales, des abris de bus, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas aller coller vos affiches là-dessus, par exemple. Jamais de panneaux de plus de 4 mètres carrés. Donc, admettons, vous avez un super ami agriculteur qui dit « Oh, j'ai un grand champ avec une grande vue depuis l'autoroute. Je vais te mettre un panneau avec ta tête, un truc de 80 mètres carrés. » Non, strictement interdit. Jamais un panneau de plus de 4 mètres carrés. La distribution ou la vente de cadeaux, de gadgets, ça, vous ne pouvez pas. Théoriquement, vous ne pouvez pas non plus payer de verre, ou en tout cas faire une grande fête du style le MR de Bouillon vous invite à l'apéro et vous mettez tout gratuit. Ça, c'est strictement interdit. Mais donc, interdiction aussi de donner des cadeaux, des gadgets. Donc, pas de cadeaux. Et par gadget, on entend généralement des choses qui peuvent être réutilisées lors d'une campagne. Un bic, c'est un gadget qui peut être utilisé en tout temps. Vous pouvez écrire pendant la campagne, mais vous pouvez écrire après la campagne. Donc un bic, c'est interdit. Un décapsuleur, c'est interdit, parce qu'un décapsuleur, vous pouvez décapsuler votre bouteille après la campagne. Donc tout ce qui peut être réutilisé après, retenez un peu ça comme règle de base, c'est interdit. Donc jamais de distribution de ce genre de choses. Vous ne pouvez pas faire de campagne commerciale par téléphone, mais je crois que ça ne se fait plus beaucoup. Et la diffusion de spots publicitaires à la radio, à la télé, dans les salles de cinéma est elle aussi interdite. Donc, je poursuis, mais je vois qu'il y a une question de Madame Hublé, si je ne me trompe pas. Allez-y, je vous écoute. Je suis sorti de mon truc. Non, c'est Madame Claudine. Comment ça va? Micro. Oui, micro.
le MR que le montant plafond, on devait préserver 20%. Oui, c'est ce que j'ai mis dans un des PowerPoint. Oui. Écoutez, ça c'est quelque chose qui viendra plus tard, mais ouais, retenez qu'il faudra probablement le faire, mais ça fera l'objet d'une communication du parti à un moment. C'est ce qu'on fait d'habitude. Ça m'a échappé. Voilà. C'est ce qu'on fait d'habitude. Bon, alors par contre, et ça me rend dingue, j'arrive plus à retourner dans mon PowerPoint et à l'afficher. C'est pas grave, c'était en bleu là dans le fond. Oui, non, mais c'est même pas ça, mais c'est pour le reste de ma présentation. Donc ça, c'est vraiment pénible de faire les deux en même temps. Je vais refaire partager du contenu. Là, ton PowerPoint, on le voit. Ah, vous le voyez, vous? Oui, on le voit. Oui, il est là. Il est là. Ah, ben voilà qui revient. Écoutez, il y a des choses qui me dépassent. Bref, excusez-moi, voilà. Il est revenu, tant mieux. Donc, retenez ces 5 interdictions, elles sont très importantes. Ne sont pas considérées, par contre, comme de la propagande électorale, les prestations de services personnels non rémunérés et l'utilisation d'un véhicule personnel. Donc, vous avez par exemple un cousin qui vient avec vous, je sais pas moi, coller des affiches, faire du porte-à-porte ou tracter, il va mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Ça ne doit pas être déclaré dans les dépenses électorales. Vous prenez sa voiture, ça ne doit pas être déclaré dans les dépenses électorales. Il est de bon ton, malgré tout, dans les dépenses électorales, d'indiquer un petit forfait voiture, quoi. Les gens se doutent bien que vous n'avez pas été dans toutes les fêtes du village et de la commune pendant 3 mois en bus, quoi. Donc, voilà, il faut toujours déclarer un petit montant, mais ça, on sera plus précis en son temps par rapport à ça. Mais donc, les prestations de services personnels, l'aide en gros d'un cousin, d'un ami et autres, ça n'est pas considéré comme comme des dépenses électorales. Si vous publiez un petit périodique ou un petit journal régulièrement et que vous le faites aussi pendant la dépense électorale, pendant la période électorale, ce n'est pas non plus considéré comme une dépense électorale. Donc, si vous avez un petit trimestriel, je ne sais pas moi, MR, je reviens avec mon exemple de Bouillon à chaque fois, la Bouillonnaise, le journal du MR de Bouillon, eh bien, si vous le sortez tous les 3 mois pendant 6 ans, pendant toute la mandature, le numéro que vous sortirez pendant la période électorale, vous ne devrez pas le considérer comme une dépense électorale. Si par contre vous n'en sortez jamais et que là vous en sortez un pour l'élection, forcément, ça veut dire que c'est un but strictement électoral et donc ça, vous devrez le déclarer. La diffusion à la radio ou à la télé d'émissions électorales et de programmes comportant des avis et commentaires, c'est tout ce qui est réglementé, soit par les télévisions locales, soit par la RTBF. Donc, c'est ce qu'on appelle le dispositif électoral qui qui octroie des temps de parole et autres aux candidats. Tout ça n'est pas considéré comme de la propagande électorale. L'organisation d'événements, c'est important aussi. Tout ce qui est périodique, c'est un peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le petit journal. Donc, tout ce qui est périodique, si vous faites chaque année un souper le 1er octobre, donc on est en plein dans la période électorale, pas forcément, c'est périodique et donc ce n'est pas considéré comme une manifestation électorale. Vous le faites chaque année, donc voilà, là, ça pas de chance, ça tombe à 2 semaines du scrutin, mais c'est comme ça. Donc ça, vous ne devez pas l'imputer. Si par contre c'est une manifestation non périodique, vous faites un événement, un souper, vous faites venir plein de gens et que d'habitude vous n'en faites pas, eh bien, il faudra imputer les dépenses de ce souper et singulièrement, généralement les pertes, puisque si jamais il y a eu des pertes, ça veut dire que vous avez un peu arrosé les gens, et donc à ce moment-là, vous devrez déclarer ça dans vos dépenses électorales. L'utilisation du registre des électeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les partis politiques peuvent recevoir des copies de ce registre. Prudence, je l'ai déjà dit, dans l'utilisation des fichiers. On a au niveau du MR
un conseiller qui s'occupe de tout ce qui est RGPD, c'est notre secrétaire administratif Jean-Philippe Rousseau, que plusieurs d'entre vous connaissent. Et donc, si vous avez une question par rapport à ça, il est bien plus à l'aise que moi, bien plus balèze que moi là-dedans. Mais pour tout ce qui est utilisation de fichiers, faites bien attention. Et Jean-Philippe, au besoin, si vous avez une question vraiment très précise, est le meilleur d'entre nous sur cette législation RGPD. Je poursuis avec, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les principaux changements par rapport aux derniers scrutins. Donc, on a eu un décret qui a été adopté en Wallonie le 31 mai 2023 et qui concerne la réforme des élections communales et provinciales. C'est un décret un peu fourre-tout, avec pas mal d'éléments techniques qui, à mon avis, ne vous concernent pas forcément en tant que candidat en tant que tel. Je les balise ici dans le slide suivant. Hein. Il y a renforcement et simplification du vote par procuration. Il y a la création d'un conseil des élections locales qui va valider les élections. La généralisation d'un logiciel d'aide au dépouillement, enfin bref, ce genre de choses. C'est plutôt technique, ça concerne plutôt les communes en tant qu'organisation, en tant que commune organisationnelle du scrutin. Mais il y a des changements qui concernent vraiment les candidats. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux plafond de 50% pour les dépenses électorales sur Internet et les messages ciblés sur Internet. Donc, voilà, on a un plafond en plus par rapport à 2018. Ça n'existait pas à ce moment-là, donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Deuxième élément, c'est la fin de campagne. Avant, on nous disait très souvent, tiens, ça se finit quand la campagne? La veille à 20h, la veille à minuit, le jour même, à 13h quand on a voté, c'est quand la fin? À partir de quand est-ce qu'on doit arrêter? Alors, il y avait généralement un arrêté du gouverneur qui sortait, mais l'arrêté du gouverneur publié au Miniteur belge, enfin bref, le genre de document que personne ne voit et dont on ne sait jamais rien. Et donc, le décret a imposé une fin de campagne à 22h la veille. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus aller coller des affiches, vous ne pouvez plus aller tracter chez les gens, vous ne pouvez plus faire campagne, sauf la diffusion de messages par voie électronique. Donc, si à 8h du mat, vous voulez le dimanche reposter une toute dernière vidéo en disant voilà, c'est le jour J, je vous remercie de m'avoir fait confiance, on a fait une belle campagne, maintenant mon sort, il est dans vos mains. Merci de voter pour moi, je vous embrasse, à bientôt, bon dimanche. C'est encore possible. Mais aller coller votre tête sur la tête d'un socialiste ou d'un écolo, c'est strictement interdit à ce moment-là, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en mémoire. Et alors, il y a un autre truc qui n'a pas l'air super important, mais qui l'est quand même quand on organise des campagnes, c'est qu'avant, lorsque vous n'étiez pas propriétaire de votre maison, vous aviez besoin donc vous êtes locataire, vous aviez besoin de l'autorisation de votre propriétaire pour faire une campagne. Mettons, vous avez un grand jardin qui donne sur une nationale, donc c'est l'endroit parfait pour aller mettre un grand panneau avec les affiches. Eh bien, c'est désormais tout à fait possible de le faire sans recueillir l'avis du propriétaire. On me pose la question, est-ce que c'est valide pour les logements sociaux? À ma connaissance, oui. J'insiste, Monsieur Fleusus, parce que vous venez de Koekelberg et donc vous êtes à Bruxelles, ça ne vous concerne pas. Ici, on parle de la Wallonie. À Bruxelles, je n'ai pas le sentiment que cette règle-là ait changé, si jamais elle exista. D'ailleurs, ce dont je n'en sais rien d'ailleurs. Il y a un élément en plus que je glisse dans votre oreille, c'est que, et là ça concerne singulièrement les élections provinciales, et c'est qu'on a eu un décret wallon qui a récemment baissé à 33% ce qu'on appelle le seuil d'accès à l'apparentement pour les élections régionales. Donc il faut avoir fait un moins bon score, si vous voulez, pour avoir accès à ce qu'on appelle la deuxième partie de répartition des sièges au niveau régional. On aura un peu la même chose. Ça ne nous arrange pas trop au niveau du MR, mais bon, soit ça fait partie d'un accord politique plus global. Et donc, il y a un texte similaire qui va passer et qui va baisser ce seuil d'accès à l'apparentement pour les élections provinciales aussi. Ça ne concerne pas le MR parce qu'on est toujours au-dessus de ce...
on est toujours au-dessus de ce seuil, mais parfois certains partis étaient en dessous, et donc vu l'abaissement du seuil, ils seront probablement tous au deuxième tour de partage des sièges. Mais tout ça est plus technique et moins important. Je poursuis. Donc là où on a eu des changements en Wallonie, il y a eu d'autres changements à Bruxelles. Et là, en l'occurrence, c'est l'ordonnance gouvernance locale du 6 juillet 22. L'élément principal, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le décumul intégral. Décumul intégral entre mandat exécutif local et la fonction de parlementaire. Donc à Bruxelles, c'est l'un ou l'autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, parallèlement à ça, ils ont revalorisé le statut de conseiller communal, ils ont revalorisé les statuts des membres des collèges, donc les bourgmestres et échevins, et ils ont diminué le nombre d'échevins dans les communes bruxelloises, et ils ont permis au conseil communal de réduire d'une unité le nombre d'échevins sur base volontaire. C'est quelque chose que le MR demandait depuis longtemps. Ça a été fait, même si nous sommes dans l'opposition. Donc voilà pour les règles principales et les principaux changements à Bruxelles. Et moi, je suis quasi au bout. Je suis au bout d'ailleurs de ma présentation. Sachez évidemment que tout ça, il y a eu beaucoup d'infos qui sont passées finalement encore en 1h30. Et on va évidemment vous partager le PowerPoint avec ces différentes infos. On va en faire un guide du candidat qui sera largement disponible au moment de la campagne. On est encore quand même très loin de la campagne, hein. On est à plus d'1 an et demi. Enfin non, on n'est pas à plus d'1 an et demi, on est à 1 an. Mais vu qu'on a les autres élections avant, on a quand même pas mal de pain sur la planche sur celle-là, mais on ne va pas délaisser les élections locales, évidemment. Et donc, on va vous fournir un certain nombre de choses, d'éléments, de rappels de règles. Ce genre de formation, à mon avis, j'irai la faire dans les différentes fédérations. Quand on aura eu des contacts, ce qui n'a pas encore été le cas aujourd'hui, avec les cellules d'organisation des élections, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. On aura peut-être aussi quelques infos en plus à vous faire parvenir. Ici, ce que j'ai fait, c'est essentiellement un rappel de règles existantes et vous indiquer quelques nouveaux éléments. Mais dans les faits, voilà, on n'a pas encore été vraiment briefé par ceux qui sont censés organiser les élections. C'était mon premier slide, c'est-à-dire par les fonctionnaires wallons et les fonctionnaires bruxellois. Mais je suppose que tout ça viendra. Voilà, donc j'en ai fini pour mon exposé. Le PowerPoint par mail, Chantal, on va l'avoir. Chantal, j'ai vu que tu m'avais appelé, mais sorry, j'étais en pleine formation, donc c'était difficile de te répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une main levée. Monsieur Debus. Oui, bonjour Fred, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Ok, moi j'avais une question. Tu parles que les messages pourront être diffusés par voie électronique encore le jour de l'élection. Mais est-ce qu'il y a une heure qui est fixée? Non, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure par rapport à ça. Mais après, je ne te cache pas que c'est un décret qui date du 31 mai, dont moi je n'ai que quasiment un texte, je ne vais pas dire parcellaire, mais c'est vraiment à l'article 42.3 du Code de la démocratie locale, tel mot est remplacé par tel mot. Et donc, ce n'est pas encore totalement condensé. Je ne connais pas, je n'ai pas encore trouvé de code de la démocratie locale qui a totalement instauré dans le code ces nouvelles règles. Et donc, à ma connaissance, ça n'a pas été précisé, mais le décret est tellement récent que je n'en ai pas une version coordonnée. Donc, j'ai quelques éléments, j'ai les éléments en tête de ce qui est venu, mais s'il y a des précisions ou s'il y a un jour, je ne sais pas moi, un arrêté d'exécution ou quoi que ce soit de plus précis, je ne manquerai pas de me renseigner et de vous le faire savoir. Mais ce qui est mis dans le texte à ce stade, c'est 22 heures pour la fin de la campagne, sauf pour les messages sur Internet qui peuvent être encore diffusés le jour de l'élection. Donc, il n'y a pas d'heure, quoi. Donc, c'est... maintenant, je vous conseille de ne pas diffuser votre super vidéo de campagne à 19 heures quand quand les bureaux de vote sont fermés. Hein. Bien sûr. Ça va. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Là, maintenant, ça peut être une discussion plus à bâton rompu si vous le souhaitez. Je vais d'ailleurs essayer de revenir en mode
Disposition. Oui, enfin bon, bref. Monsieur Baudelaire, allez-y. Oui, donc pour le financement, vous aviez dit que les personnes morales ne pouvaient pas financer les campagnes, c'est ça? Ou à Ni les raison de campagnes 2000 € maximum, c'est ça? et en tout temps. Et en tout temps. Mais une ASBL, c'est une personne morale aussi. Oui. Parce que nous, on a une ASBL qui s'appelle la Maison Libérale, qui est là pour promouvoir les idées libérales. Et elle a donné 1000 € à chaque candidat et maire aux dernières élections communales. Et vous ne l'avez pas déclaré? Parce que dans votre, On a dans votre déclaré ce qu'on a déclaration dépensé. dans votre déclaration de dépenses électorales, vous avez aussi une déclaration d'origine de fonds. Et donc ça, vous êtes censé dire, voilà, telle dépense, j'ai dépensé autant pour tel truc, et l'origine des fonds, c'est soit mes fonds personnels, soit en cas de don, déclarer les dons. Donc je suppose que vous ne l'avez pas déclaré dans la déclaration d'origine de fonds, parce que si vous l'aviez fait, à mon avis, ça aurait été compliqué. Ah oui, donc ce n'est plus possible, ça, en fin de compte. Ben, c'est plus possible. Visiblement, en tout cas, c'était déjà pas possible avant. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a probablement pas eu de contrôle sérieux et il n'y a pas eu de plainte sérieuse. Et donc, c'est passé. C'est l'exemple tout à fait que je donnais tout à l'heure, avec les gens qui passent au rouge. Mais il n'y a pas la police, il n'y a pas la police, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de voiture en face, il n'y a pas de casse. Et donc, ça passe. Mais à ma connaissance, une ASBL, c'est une personne morale et elle ne peut pas, elle peut pas vraiment financer, quoi. Donc, oui. Ça, c'est toujours fait, même pour les régionales et les autres élections, pour tous les candidats d'identité. Enfin, voilà. C'est une bonne information, quoi qu'il en soit. On va faire attention. Mais c'est ça, faites surtout bien attention. On va Et dans trouver les un faits, autre je crois que ça se moyen. fait. Mais non, mais le parti, par exemple, finance. En fait, GAL, qui est l'ASBL liée au parti, elle finance, mais elle est liée au parti en tant que tel. Donc c'est l'argent du parti, si vous voulez. C'est la même chose. À mon avis, les ASBL, si c'est une ASBL genre maison libérale ou ce genre de truc, il doit y avoir une entourloupe que je connais pas assez, mais qui doit peut-être permettre la chose. Ça, de nouveau, je vous renvoie vers Jean-Philippe Rousseau et je lui poserai la question, parce qu'à mon avis, ça doit être possible. Par contre, que Procter & Gamble ou que Pepsi finance votre d'accord, campagne, oui, ça c'est strictement interdit. Je pense que tout ce qui tourne autour du parti en tant que tel, c'est là qu'il faut voir la chose. C'est-à-dire les jeunes émers, s'ils veulent mettre un peu d'argent, si les seniors veulent mettre un peu d'argent, si la maison libérale de machin, tout ça est lié d'une manière ou d'une autre, à mon avis, au parti, de manière consolidée, je ne sais où. Et alors, il est possible et qu'on considère en fait que c'est le même argent. Et que peut-être quelque part, un juge ou je ne sais qui a considéré que, oui, ok, c'est la même galaxie, et donc ça va. Mais si c'est une ASBL, genre qui n'a rien à voir, ça me paraît plus compliqué. Donc prudence, je dirais prudence, mais je vais me renseigner auprès de Jean-Philippe parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi les réglementations par rapport à ça. Mais à mon avis, ça doit être une question un peu, je vais dire, d'apparentement. Ouais, c'est le monde libéral, c'est le MR, donc c'est les mêmes, donc c'est leur argent et ça reste, c'est pas quelque chose d'extérieur, quoi. Je suppose qu'ils considèrent ça comme ça. Mais prudence. D'autres questions? Sinon, ça va, je vous ai pas trop assommé avec trop d'infos. Je sais que c'est enfin, je sais pas si vous avez tous déjà fait beaucoup de campagnes. Hein, j'imagine pour quelqu'un qui débarque, pour qui c'est la première fois, il va se dire, oh là là, c'est quoi toutes ces règles, j'ignorais ça. Pour les autres, c'est plus un rappel. Ceux qui sont mandataires depuis 3-4 mandatures, c'est plus un rappel, mais je crois que c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Et de toute façon, ces infos, je le répète, on vous les fera circuler. Ce qu'on fera aussi, et on l'avait fait beaucoup lors de la préparation du scrutin de 2018, c'est vraiment d'identifier pour chaque section, vraiment chacune des sections, 2-3 personnes relais. Par défaut, on prend toujours le président de section, la tête de liste ou le chef de file quand il s'agit d'une liste un peu de cartel. Et généralement, on demande aux sections, voilà, si vous voulez désigner une 3e personne de contact, n'hésitez pas. Et donc, comme ça, on a pour chacune des sections MR
2-3 personnes ressources, et à ces personnes-là, on envoie des infos un peu privilégiées. On avait envoyé un truc qui s'appelait des infos scrutins, je me rappelle, en 2018. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une échéance qui arrivait, n'oubliez pas, dans une semaine, d'aller déposer la liste. Voilà, le scrutin est terminé. N'oubliez pas, vous avez 30 jours pour vos dépenses électorales. Voici les formulaires. Enfin bref, on envoyait comme ça de l'info très régulièrement. On envoyait 7-8 infos scrutins à tous nos candidats, ce qui permettait qu'ils aient toujours en tête le calendrier, leurs obligations, ce genre de choses. C'est très important. C'est chiant à mort, mais c'est important parce qu'on ne peut pas entendre dans la Gazette, hein, le MR à Dinan ou à France Appel n'a rien respecté. Voilà, c'est peut-être qu'une bande de personnes, c'est peut-être quelques-uns qui n'ont pas été très attentifs, mais ça éclabousse tout le parti, quoi. C'est comme pour les déclarations de mandat, en fait, hein. Parfois, on a 2200 mandataires, il y en a 3 qui ne sont pas en ordre. En effet, 3 sur 2200, c'est pas beaucoup. Mais il y a quand même un article dans la Gazette qui dit 3 MR sont pas en ordre. Et donc, on est vraiment attentif et attaché à ça. Claudine, tu as une question? Oui, la section locale, la trésorerie peut toujours aider, hein. Tout à fait, la section. Ah oui, ouais. mais c'est pour ça que vous faites des soupers, que vous faites des trucs. C'est bien ça. Donc vous pouvez tout à fait, la section locale peut financer évidemment au maximum, et n'hésitez pas. Les Ça, c'est campagnes génial. électorales. Ça, de nouveau, c'est à vous de voir comment vous faites, hein. Je vous donne un exemple. Alors, forcément, il y a des sections locales plus riches que d'autres. Une section locale dans laquelle vous avez le bourgmestre et 7 échevins qui rétrocèdent chacun 150, 200 euros par mois depuis 18 ans de majorité absolue. Ben, cette section locale-là, elle est forcément plus riche que la section locale d'une petite commune où on a 2 conseillers communaux dans l'opposition depuis 35 ans et qui rétrocèdent 10 euros à chaque conseil communal, quoi. Donc ça, vous n'hésitez pas non plus à contacter éventuellement le parti ou notre délégué provincial, hein. C'était les premiers slides en disant, voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir de temps en temps une aide ou quelque chose? Tout ça peut s'imaginer. Le parti ne sera pas à financer les campagnes des 261 communes wallonnes et des 19 communes bruxelloises. Mais de temps en temps, une aide un peu plus ponctuelle pour un événement, pour ceci, pour cela. On va aussi apporter des éléments en plus. Par exemple, notre photographe, et on en a maintenant 2, on va vraiment, comme chaque année, on va les mettre à disposition des sections. Donc les photographes, ils vont tourner dans les sections. Il faudra essayer de se rassembler parce que ça ne sera pas aller 36 fois à Moucron, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place, des aides graphiques, les affiches pour les sections MR et pour les listes MR pures. On va faire des affiches bien spécifiques avec des photos qui auront été faites par certains. En gros, vous n'aurez plus qu'à les imprimer. Donc, on va vraiment faire un maximum d'efforts par rapport à tout ça. Ce qu'on avait même fait en 2018, c'était un site internet qui s'appelait pour.be, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, il était déclinable pour chacune des communes. Donc, c'était pour.be/Bertry, par exemple, et vous saviez uploader quelques photos, enfin, les photos de tous les candidats, les 10 idées phares, les 10 propositions phares, enfin, ce genre de choses. Ce qu'on va faire probablement aussi, et on fera des groupes de travail, c'est probablement je dirais, un programme commun, en sachant que la situation du MR de Kuckelberg n'est pas la même qu'à Bouillon, évidemment. Et donc, on va ressortir les grands principes du MR, diminuer la fiscalité communale, des rues bien propres, plus de bleu dans les rues, enfin, ce genre de choses. Il y a des endroits où ça collera parfaitement, il y a des endroits où on dira, oui, ok, mais enfin bon, ici, le problème n'est pas là, je ne sais pas moi, dans telle ou telle commune. Donc, on n'a pas, nous, le niveau de granularité et de précision de la situation communale que vous avez, vous, forcément, dans votre commune, dans votre section. Ça, on ne l'aura jamais. Mais on va essayer d'être le plus présent possible, le plus à l'écoute, de vous donner des outils. Ce qu'on fait souvent aussi pour les provinciales, c'est un espèce de toute boîte avec, pour chacune des circonscriptions de mémoire, tous les candidats provinciaux et je crois la tête de liste à toutes les communales. Genre de choses qu'on finance généralement. Alors, de nouveau, ce n'est pas excessivement précis. Généralement, sur votre commune, vous savez bien qui est tête de liste. Donc, le citoyen qui reçoit et qui dit, ben voilà, c'est Thierry Baudelet qui est tête de liste à Dinan, ben, je le savais. OK, mais
voilà, on le fait quand même et on présente comme ça nos candidats provinciaux. Donc, on va vraiment, je pense, mettre en œuvre un certain nombre de choses. Mais bon, pour les communales, rien ne remplacera jamais la présence sur le terrain, le fait d'aller serrer des pinces, le fait d'être là au souper bout d'un compote, et d'être bon, si possible, dans les différents débats que vous aurez, soit dans les télés locales ou ce genre de choses. Tout ça est évidemment méga important, quoi. Soyez aussi votre propre organe de communication, quoi. Quand on fait des formations, genre dans 2 semaines, sur les visuels, sur les réseaux sociaux, franchement, assistez à ça, parce que très vite et en quelques minutes, vous allez vraiment savoir faire des visuels très sympas. Et voilà, vous allez prendre une belle photo de la grande place de votre commune, mettre un chouette slogan, hop, le logo du MR, par exemple, et dire, voilà, bam, pour Dinan, tel truc, et puis 3 jours après, un autre, et puis... Donc, tout ça, il faudra utiliser, mais ça, on ne saura pas le faire à votre place pour 300 communes, quoi. On mettra les canevas en place, on vous les offrira d'une certaine manière, mais ce sera à vous de les remplir et de les utiliser. Pour les provinces, vous pouvez le faire, les provinces du MR. De quoi? Des canevas, par exemple, pour... Ah, mais on le fera pour tout le monde. Ouais. On le fera, mais non, vous savez, les provinces, il y a, je pense, de mémoire, je n'ai pas en tête, mais je pense qu'il y a une trentaine de circonscriptions, hein, sur l'ensemble de la Wallonie, hein, c'est beaucoup. C'est plus que les circonscriptions générales, c'est au moins le double, si pas plus que 30 d'ailleurs. Donc, de nouveau, allez, moi-même, je suis issu de l'arrondissement du centre, donc dans le Hainaut. C'est vraiment un petit arrondissement qui envoie 5 députés. Eh bien, cet arrondissement-là, il est au moins divisé en 2 pour les provinciales, quoi. Donc, on saura difficilement être précis pour ça, mais l'outil qu'on utilise ou qu'on vous donnera, les outils qu'on vous donnera pour faire campagne au niveau des communes, on donnera les mêmes aux candidats provinciaux, hein. Donc, là où il sera écrit Dinan, vous pourrez mettre circonscription Dinan pour la province, hein. Tout ça est déclinable. Ça va? Oui. Mais bon, là, on est plus dans la com, et là, je vous renvoie vraiment vers les formations com qui arrivent. Ça va? Pas d'autres questions? Sinon, vous n'hésitez pas à nous recontacter, hein. Il y a les coordonnées dans le premier slide. Donc, on va partager, pardon, le PowerPoint. On fera ça dès demain aux personnes inscrites et à mon avis un peu plus largement de toute façon. Je crois que c'est toujours intéressant. La formation, je le répète, et toutes les formations, elles sont enregistrées et donc vous pouvez tout aller les visionner sur la plateforme des mandataires, en ce compris même les formations des années précédentes, hein. Tout ça est archivé là-bas. Donc, c'est assez facile à retrouver. Si jamais vous ne savez plus comment on tombe sur la plateforme des mandataires, envoyez-nous un petit mail mandataire@mr.be et on vous répondra, on vous guidera. Christelle, qui est toute souriante chez elle avec son casque blanc, vous répondra assez vite et vous guidera sur le chemin de la plateforme des mandataires. Parce que c'est vraiment un chouette outil, il y a vraiment des tas de choses intéressantes, en ce compris, je le répète, nos argumentaires. Donc, en gros, les positions du MR, on explique pourquoi le MR est contre ceci, pour cela. Enfin, bon, bref, c'est assez intéressant et assez complet. Ça va? Bon, ben, il est 8h moins 10. Je ne vais peut-être pas vous embêter plus longtemps et je vais quitter votre salon. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente campagne. Madame Hublé dit est-ce que ce n'est que pour les mandataires? Oui, c'est que pour les mandataires, malheureusement. Mais bon, vous savez, vous pouvez toujours partager votre code d'accès, hein. C'est pas, vous ne donnez pas non plus votre code de carte de banque, hein. Donc, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, hein, votre secrétaire de section qui rêve d'aller retrouver la position du MR sur la loi de restauration de la nature, donnez-lui votre code et il ira la retrouver, quoi. Ça peut se faire.
Et les présidents de section l'ont aussi, comme le dit très bien Christelle, ils ont un accès à la plateforme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre attention et vous n'hésitez jamais, en cas de question, à nous recontacter. On est à votre disposition. À tout bientôt. Beaucoup. Plaisir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.